Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D pour une nouvelle vidéo dédiée à l'imprimante FLSun V400. Je suis Charlie Leroy, l'un des fondateurs de Polyfab 3D et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc cette première imprimante Delta, la FLSun V400. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer ce que l'on vous a concocté chez Polyfab 3D pour accompagner cette FLSun V400. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter un petit peu plus en détail cette FLSun V400 en commençant par la partie hardware. Je vous présenterai ensuite l'interface de contrôle Clipper qui permet de contrôler cette FLSun. On regardera également ce qu'il en est de la partie Wi-Fi et du dashboard en ligne qui est également disponible via Clipper. On prendra également un petit peu de temps pour regarder ce qu'il en est de Cura, le logiciel de découpe qui sera adapté à ces FLSun V400. Et pour terminer, eh bien, je vous montrerai les différents résultats d'impression que j'ai pu avoir sur cette FLSun en utilisant les différents matériaux et en testant un certain nombre de paramètres du logiciel Cura. À chaque fois, j'essaierai de relever les points forts et les points faibles que je trouve important de relever sur cette imprimante. Et logiquement, avec tout ça, vous allez avoir tous les éléments en main pour bien maîtriser votre FLSun ou alors valider le fait que cette FLSun est sans doute une imprimante qui est adaptée pour vous. Pour commencer donc, FLSun, la marque FLSun est connue depuis quelques années maintenant pour ses imprimantes Delta. On avait déjà auparavant la Super Racer qui avait pas mal fait parler d'elle. Cette version V400 est finalement l'évolution naturelle de cette Super Racer pour avoir un plus grand volume de fabrication et également toujours de plus haute vitesse. Ce qu'il est important de noter sur les imprimantes Delta, c'est qu'on a un fonctionnement qui est complètement différent des imprimantes Core XY ou cartésiennes. Ici, ce sont les trois bras qui vont faire les mouvements X, Y et Z. Le plateau, lui, sera fixe. Vous l'avez sans doute compris, mais ces imprimantes Delta ont l'avantage d'avoir une tête très peu sensible aux vibrations, assez légère et du coup capable de se déplacer effectivement à haute vitesse, tout en ayant très peu de vibrations ou de contraintes mécaniques que l'on rencontrera davantage avec les autres types de déplacements. Globalement, la FLSun V400, son atout, son attente, c'est la haute vitesse et c'est tout ça qu'on va tester aujourd'hui et on va regarder un petit peu ce que l'on peut attendre de cette V400 en termes de haute vitesse. Donc pour débuter par ce plateau, on est donc ici sur ce modèle sur un plateau circulaire. Les imprimantes Delta ont des plateaux qui sont ronds. Ici, on a un diamètre de fabrication de 30 cm et une hauteur de fabrication d'environ 40 cm. Ça représente plutôt un beau format d'impression. Néanmoins, le fait d'avoir un plateau circulaire ne nous permet pas la même liberté et les mêmes possibilités de fabrication qu'avec un plateau carré de 30-30 où on peut véritablement exploiter au carré cette dimension de 300, alors qu'ici, si on veut positionner un cube sur le plateau, on n'aura pas la possibilité, logiquement, d'imprimer un cube de 30 cm dans un diamètre de 30 cm. On est ici sur un revêtement PEI texturé. On verra ce que ça apporte en termes d'adhérence. Le plateau étant fixe, vous ne retrouverez pas particulièrement d'éléments de réglage au niveau du plateau. Par contre, on retrouvera un petit capteur de niveau. Ce petit capteur magnétique est extrêmement simple et rapide à installer. Il vient se fixer directement sous la buse avec un petit système magnétique. Donc c'est véritablement extrêmement simple de le positionner et de le retirer, le plus gros risque étant surtout d'oublier de le retirer lorsque l'on lance une impression ou au contraire d'oublier de l'installer lorsque l'on lance une calibration. Vous avez des alertes au niveau de l'écran qui vous précisent qu'il faut bien penser à le mettre ou à le retirer, mais voilà, au cas où c'est des choses qui peuvent être endommagés si vous les oubliez ou vous ne les installez pas. Donc faites très attention à ça. Mais en tout cas, le petit capteur mécanique qui est fourni va nous permettre de créer des mèches, des calibrations du plateau qui sont relativement précises, de manière à nous donner vraiment une topographie du plateau. On verra ça tout à l'heure plus en détail. Mais en tout cas, la fonction est plutôt bien pensée, ça fonctionne bien et l'interface que l'on découvrira tout à l'heure qui nous permet de contrôler tout ça est véritablement assez confortable. On peut regarder d'un petit peu plus près également la tête d'impression, donc cette tête d'impression suspendue au bout de ces trois bras en carbone est une tête d'impression en direct drive
c'est-à-dire que le filament est directement entraîné depuis la tête d'impression où finalement le filament est tiré depuis le haut jusqu'à la zone de chauffe en ayant une distance qui est très courte entre le système d'entraînement du filament et la zone où le filament va être fondu. Ça a l'avantage ici d'être très efficace pour les filaments qui sont particulièrement souples et ça aura également de bons effets en termes de vitesse d'impression car les distances de rétraction sont réduites sur les têtes en direct drive, donc ce qui nous fait toujours gagner un petit peu de temps pendant l'impression. Ce que j'ai pu constater, c'est que l'extrudeur est extrêmement performant, il a vraiment une très bonne accroche du filament, peu importe le type de filament que j'ai utilisé, franchement l'extrudeur est de très bonne qualité. Plutôt très accessible. On a la petite gâchette sur le côté et le petit ressort qui nous permet de gérer la pression. Je n'ai même pas tant eu à toucher à tout ça. Par défaut, tous les filaments que j'ai utilisés ont plutôt été très bien entraînés, y compris les filaments flexibles qui peuvent parfois être malgré tout plus problématiques. En tout cas, très efficace cet extrudeur. On peut regretter éventuellement une petite façade avant qui fait légèrement plastique, mais voilà. Hormis ça, la qualité de l'entraînement du filament est vraiment très bonne. En partie basse, on va retrouver une buse Volcano. C'est sans doute ça la clé, entre autres, de cet Effelson. On y reviendra un petit peu plus tard, mais la buse Volcano, le hot end qui est intégré, va vraiment être très efficace pour produire une fonte du filament de manière assez performante et rapide. Donc ça participe bien évidemment à l'efficacité de cet Effelson. Et franchement, la tête d'impression est plutôt très réussie. Un petit châssis en aluminium, des bras en carbone, une ventilation plutôt bien orientée. Pas grand chose à dire de négatif sur cette tête d'impression. Il y a à peu près tout ce qu'on attend d'une tête d'impression. On retrouvera en partie supérieure le petit capteur de présence du filament qui va permettre à l'imprimante de se mettre en pause lorsqu'elle détecte qu'on n'a plus de filament sur la bobine. Important pour une imprimante à haute vitesse parce que vous allez voir, la consommation de filament est beaucoup plus importante qu'avec des imprimantes standards. Et oui, forcément, on imprime 4-5 fois plus vite, donc on va consommer également 4-5 fois plus vite ces bobines de filament. Pour ce qu'il en est du châssis, eh bien franchement le châssis fait robuste. On voit la taille des sections qui ont été utilisées pour réaliser l'assemblage de la Effelson. Franchement c'est quelque chose de solide. On voit que ça retient très bien les vibrations qui sont produites par la haute vitesse. Franchement on n'a absolument pas de soucis de structure. Ce qu'il est intéressant de noter dans la partie structure déplacement, c'est que les éléments de guidage et de mouvement ont été franchement améliorés par rapport à ce qu'on avait sur la Super Racer. Désormais, on a un système de guidage interne à 3 roues qui va permettre d'avoir encore une meilleure stabilité, encore une meilleure précision que ce que l'on pouvait avoir précédemment. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a le système de réglage de la tension courroie qui nous permet de contrôler, de corriger éventuellement la tension des différentes courroies pour avoir quelque chose qui soit toujours très performant. Donc très pratique d'accès, très bien pensé, et je dirais même le jour où les courroies sont usées, eh bien franchement le remplacement sera très simple. Les parties des courroies ouvertes sont situées en plein milieu et on aura juste à, franchement le remplacement de la courroie sera plutôt très simple, donc voilà. Ça fait justement partie des choses qui sont importantes à regarder lorsque l'on investit dans une imprimante 3D, c'est les pièces détachées. Est-ce que vous avez les pièces détachées d'usure de manière simple ou est-ce que déjà ces pièces-là semblent compliquées à avoir? Et en l'occurrence pour Effelson ici, eh bien on n'a eu aucune difficulté à avoir les pièces détachées pour ces imprimantes-là, ce qui est toujours très important pour nous en termes de gestion du SAV, mais aussi pour vous en termes d'entretien de vos imprimantes. Pour résumer déjà sur la partie hardware, donc les points forts de cette imprimante, eh bien je dirais que c'est sa structure. Franchement, le châssis de cette imprimante pour ce prix-là est vraiment assez impressionnant. Et le deuxième point, je dirais la tête d'impression. Cet extrudeur très puissant, couplé à ce hot end Volcano, franchement, réagit super bien. Et de ce que vous allez voir dans la suite de la vidéo, vous verrez, mais l'efficacité de cette tête d'impression est véritablement assez bluffante. Les quelques points faibles que je peux noter sur une imprimante de ce type-là. Premièrement, le plateau circulaire, c'est lié à la technologie Delta, mais forcément, c'est quelque chose qui peut nous pénaliser pour certaines applications, pour certains besoins, et il est compliqué de trouver des imprimantes Delta de grand format plateau. Ça nécessite après des hauteurs qui sont assez complexes à gérer. Je ne suis pas personnellement non plus un grand fan des plateaux PEI hyper texturés comme ça,
Pour l'impression de PLA, ça n'a pas énormément d'intérêt. Donc voilà, pour d'autres matériaux, on verra que c'est extrêmement performant. Mais en l'occurrence, pour le PLA, qui est quand même la matière principalement utilisée sur ce type d'imprimante-là, je dirais que le plateau n'est pas celui que j'aurais recommandé. Mais franchement, vous allez voir hein, qu'on s'en sort très bien avec ce plateau. Autre point faible qui n'en est pas réellement un parce que c'est assez courant finalement, on a la possibilité de réaliser un mesh du plateau, donc avec différents points de palpation. On verra tout à l'heure que ça nous crée une topographie, mais ce qui est important de noter et ce qui n'est pas forcément toujours très clair dans la tête des utilisateurs, c'est que cette palpation du plateau, ce mesh du plateau, ne permettra pas la calibration de l'imprimante. Il faudra toujours et encore manuellement valider le Z-offset. C'est pas réellement une critique parce que ça semble assez évident, mais encore une fois, on est persuadé hein, que ce genre de choses ne sera pas bien comprise par certains utilisateurs et que ça pourra causer des soucis d'adhérence plateau. Certains s'attendent à ce que la calibration automatique, le mesh, soit capable de tout corriger. En réalité, c'est pas le cas. Si le Z-offset il est pas bon, eh bien vous pouvez faire tous les meshs du monde, eh bien vous n'aurez jamais de bonnes adhérences au niveau du plateau. Donc ce sera toujours important de bien réaliser son Z-offset à l'ancienne. Pour les plus nouveaux, donc, utilisez la petite feuille de papier en position home et il est important de voir que la feuille de papier est légèrement frottée par la buse lorsque vous la glissez justement entre la buse et le plateau. Pas grand chose d'autre à dire au niveau hardware. On va donc passer à cet écran, cette interface tactile équipée de clippers. Donc voilà la petite tablette hein, qui sera fournie avec l'imprimante et qui va se connecter automatiquement à l'imprimante et qui est extrêmement simple d'utilisation, très confortable. Ça change hein, honnêtement hein, des écrans plutôt basiques que l'on pouvait trouver sur certains modèles d'imprimante. Ici on est sur quelque chose de véritablement beaucoup plus moderne. On va retrouver hein, toutes les commandes de base, hein, le fait de pouvoir mettre la tête d'impression dans sa position d'origine qui va se situer en haut. On va également retrouver les commandes de température qui nous permettent de mettre en préchauffage en fonction du matériau que l'on va utiliser l'imprimante. On va retrouver 4 matériaux préconfigurés, PLA, ABS, PETG et flexible. Il sera possible d'en ajouter. On peut également sélectionner manuellement des températures de chauffe. Dans le menu Action, eh bien, on va retrouver la totalité des commandes permettant de prendre le contrôle de l'extrudeur. Donc c'est à travers cette fonction qu'on va pouvoir charger et décharger notre filament avec directement ici la possibilité de retrouver les températures que l'on voudra mettre en chauffe pour justement le chargement ou le déchargement. On va retrouver la possibilité de contrôler les ventilateurs, les macros, on verra tout à l'heure à quoi correspondent les macros, et justement la console de commande qui nous permettra directement éventuellement d'envoyer du langage G-code à l'imprimante si on souhaite communiquer avec elle de cette manière-là. Une petite commande qui nous permet de désactiver les moteurs. Par défaut, les moteurs sont bloqués. Si vous cliquez ici, vous allez avoir directement les moteurs qui se libèrent. Ça peut être pratique pour certaines calibrations ou l'entretien de l'imprimante. Et ici, vous avez la possibilité d'allumer ou d'éteindre les différents LED, que ce soit pour la tête d'impression ou le logo qui est également rétroéclairé à la demande. Dans la partie configuration, on va retrouver donc toutes les différentes étapes de calibration qui sont importantes à réaliser au déballage. Vous le verrez dans la petite vidéo de lancement, d'installation de l'imprimante. Vous retrouvez toutes ces étapes-là. Mais donc, il est important de lancer une calibration du plateau. Ensuite, le bed mesh qui va justement créer cette topologie du plateau. Et ensuite, on va calibrer le Z0 pour justement être capable de positionner la tête d'impression au bon niveau par rapport au plateau. Donc, c'est ces 3 choses-là qui sont importantes à faire dès le déballage de l'imprimante. Pour le reste, pas grand-chose de très utile dans cette partie limite. Je vous conseille dans un premier temps de ne pas trop toucher à tout ça. Et on peut facilement connecter son imprimante au réseau. Donc franchement, très facile et efficace de le faire. Dans la partie système, on retrouvera les différentes versions des différents logiciels qui sont installés et la possibilité de redémarrer les différents éléments ou d'installer justement les mises à jour. Et ici, on trouvera voilà, les commandes plutôt globales, rien de très intéressant ici à noter.
Et dans la partie print, on retrouvera donc tous les fichiers d'impression qui ont été déjà envoyés en impression et on aura également la possibilité de relancer les impressions directement depuis l'écran. Vraiment très pratique. Globalement, pas grand chose de négatif à dire sur cet écran. Franchement, extrêmement facile d'utilisation, confortable. Que des points positifs pour cette interface Klipper que FLSON a choisi d'utiliser. Et je dirais que l'autre point fort de Klipper, c'est justement une fois que vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi, il vous suffit de retourner dans l'interface réseau pour découvrir l'adresse IP que votre machine a. Une fois que c'est fait, eh bien, il ne vous reste plus qu'à rentrer cette adresse IP dans votre navigateur et automatiquement, vous serez connecté à votre FLSON V400. Vous pourrez donc retrouver tous les éléments utiles qui composent ce dashboard et franchement, il est vraiment très complet et très efficace. Donc, on va retrouver la vue globale qui reprend les différentes thématiques, la console qui permet de suivre les G-codes qui ont été lancés ou de lancer nous-mêmes nos commandes de G-code. Dans cette partie 8map, on va pouvoir retrouver les différents meshes qui ont été réalisés sur votre imprimante. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir stocker différents profils de meshes, justement. Il faut savoir qu'en impression 3D, quand vous utilisez un plateau froid, chauffé à 60, à 80, à 100 degrés, vous allez avoir des très légères déformations qui vont intervenir avec la chaleur. Et donc, il m'a semblé important de réaliser différentes calibrations à différentes températures, de manière à ce que, à chaque fois, en fonction du type de matériau que j'utilise, eh bien, la machine soit capable d'utiliser le bon mesh pour aider justement à améliorer l'adhérence de mes impressions. J'insiste un tout petit peu sur le côté mesh. Le lancement de la calibration est à faire depuis l'écran ou directement depuis cette interface. Ce que j'ai pu constater sur mon imprimante, en l'occurrence, c'est que j'avais, peu importe le type de mesh que je réalisais, peu importe la température de mon plateau, j'avais toujours une déformation qui était relativement importante de mon plateau à certains niveaux. Vous verrez en dessous le revêtement PEI, vous avez des petites vis de serrage qui pourraient permettre de régler le plateau et de corriger un petit peu tout ça. Bon, malgré ce que j'ai pu essayer, franchement, je n'ai pas eu énormément d'amélioration à ce niveau-là. Les vis n'étaient pas très serrées au démarrage. Je les ai resserrées un petit peu, puis j'ai resserré vraiment les endroits qui étaient un petit peu en cause ici. Et après avoir refait plusieurs mèches, je n'ai pas constaté énormément d'évolution. Donc, pas énormément moyen de corriger ce mesh. Il est important d'en être conscient et d'adapter justement ses impressions à ce mesh en étant conscient que la machine va faire le nécessaire pour compenser ce mesh. Mais là, j'avais quand même une déformation qui était relativement importante et donc parfois, effectivement, ça pouvait causer des soucis avec certains matériaux. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais il y a des solutions. On trouvera ici tout notre historique de programme G-code. En cours d'impression, on peut également avoir un G-code viewer, donc c'est quelque chose qui nous permet de suivre le déplacement de la buse en temps réel. On va retrouver ici toutes nos historiques d'impression, donc plutôt pratique d'avoir ces petits récaps. Et encore une fois ici à disposition tous les fichiers qui ont déjà été imprimés avec pour rappel les temps d'impression et ce genre de choses, la quantité de filaments qui avait été utilisée, vraiment pratique d'avoir tout ça. Dans l'onglet machine, on va retrouver un petit récap assez global de tout ce que l'on avait également dans l'écran. Et ici, on va retrouver des fichiers qui sont relativement importants. En l'occurrence, il y en a un qui est particulièrement important, c'est le printer config. Le printer config, donc c'est simplement un outil qui permet de contrôler les différentes fonctions de l'imprimante. Moi, ce qui m'avait particulièrement intéressé ici, c'était de voir justement comment fonctionnait le mesh et le capteur, le probe, parce que la déformation me semblait parfois à peine cohérente avec ce que je constatais en réalité. Donc, j'ai fait des petits tests. Ici, cette valeur de 5 samples correspond au nombre de palpations que l'on va faire à chaque point. Ce que j'ai pu constater en live pendant les palpations, c'est que la première, la deuxième palpation n'était pas toujours aussi bonne, on va dire, que la palpation 3, 4, 5. Et au final, c'est une moyenne de tout ça qui est réalisée pour donner la valeur. Je me suis dit, je vais augmenter cette valeur-là de manière à avoir plus de palpations, de manière à atténuer un petit peu les premières palpations qui étaient un petit peu moins bonnes que les suivantes. Ce que j'ai également fait, c'est que j'ai augmenté le nombre de points de palpation. Ici, par défaut, ça fait 7 par 7 en termes de points de palpation, donc une petite cinquantaine de points de palpation. J'ai augmenté tout ça à 9, puis à 11. Il faudra toujours utiliser un nombre impair ici. Et dans tous les cas, j'ai eu des palpations qui, effectivement, devenaient de plus en plus précises et longues, mais qui
révélait à peu près toujours le même résultat. Donc pas de gros intérêt à aller améliorer à tout point cette palpation qui dans tous les cas ne fera pas de miracle. En tout cas, très pratique d'avoir accès à ce fichier printer config qui nous permet vraiment d'avoir la main sur pas mal d'éléments. Pour ce qu'il en est de la webcam, donc vous voyez ici mon imprimante, j'ai simplement besoin d'utiliser une webcam avec un port USB. Je l'insère directement dans l'un des ports USB qui restent, il y en a 3 sur le côté. Donc j'ai plus qu'à connecter ma webcam. Une fois que la caméra est branchée, on reboot l'imprimante. On lui laisse quelques instants, on voit l'écran qui est en train de redémarrer. Démarrage assez rapide d'ailleurs. Et on le voit déjà ici, la webcam a bien fonctionné. Et il ne me reste plus qu'à la positionner où bon me semble directement sur mon imprimante. Donc c'est vraiment très facile à installer, très pratique pour tous ceux qui sont pas forcément experts en tout ce qui va être justement langage et ce genre de choses. Eh bien je dirais qu'ici la détection de la webcam est systématiquement automatique. Et à travers justement les fonctions de macro qui sont préconfigurées, c'est simplement des commandes qui sont préconfigurées dans le logiciel, eh bien on va pouvoir justement lancer des hyperlapses en choisissant par exemple ici le nombre de photos, le nombre de secondes d'attente entre 2 photos. Donc généralement je passais sur des commandes à 10, on lançait la commande Start et automatiquement le G-code d'envoi, le G-code d'enregistrement d'un timelapse est lancé et là il va prendre une photo toutes les 10 secondes. C'est des choses que vous pouvez lancer automatiquement au moment d'une impression ou que vous pouvez lancer manuellement quand bon vous semble. En tout cas voilà, très très pratique à utiliser cette petite webcam. Ce qui peut être intéressant également de constater, c'est qu'on peut directement uploader les prints depuis l'interface. Il nous suffit d'avoir des fichiers disponibles à l'impression. On a simplement besoin de le sélectionner. Automatiquement, il reçoit le fichier et va automatiquement mettre en préchauffage l'imprimante à la bonne température. Donc on peut vraiment tout faire à distance. On n'a même pas besoin de retourner sur l'imprimante pour lancer l'impression. Donc en termes de sécurité, ça peut être parfois un petit peu risqué. Il faut être bien certain qu'on ait retiré le print précédent ou ce genre de choses. Mais en tout cas, à distance, on peut vraiment lancer les impressions, ce qui pourra avoir certains avantages. Donc on voit ici l'imprimante qui s'est mise à préchauffer aux paramètres que je lui ai demandé pour ce programme en fonction du matériau que j'avais utilisé. Ce que je ne peux plus faire maintenant que je suis en cours d'impression mais que je pouvais faire précédemment, c'est commander justement la tête d'impression depuis cette interface-là et également l'extrudeur. Je peux lui demander effectivement d'extruder, de rétracter mes filaments directement depuis cette interface. Vraiment très très complet. J'ai rarement vu des interfaces de contrôle aussi complètes qui n'étaient pas très compliquées à installer, qui ne nécessitaient pas d'adapter différentes cartes ou différents éléments de contrôle externes. Vraiment ici tout est préintégré et c'est vraiment un grand confort d'utilisation. La chauffe de l'imprimante est franchement très rapide. On voit ici que ma buse a déjà atteint les 210 degrés. Ça fait quelques secondes que je lui ai demandé de chauffer. Précisément, ça va faire vraiment... Bon là, j'arrive pas trop à avoir... La consigne a été lancée à 18h43, il est 18h44, donc ça fait un tout petit peu plus d'une minute. Ma buse est déjà largement à température et mon plateau est déjà à 50 degrés en 1 minute. Donc voilà, c'est quand même des chauffes qui sont vraiment très rapides, très puissantes et ça participe encore une fois à la vitesse de l'impression. Je peux bien évidemment aussi mettre en pause et stopper mes impressions si je le souhaite à distance. Et pour continuer, on va donc regarder au niveau logiciel comment Ultimaker Cura est prévu pour la FLSUN V400. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de la version 5.3 du logiciel Cura qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, vous avez automatiquement le profil de la FLSUN V400 qui y est intégré parmi les machines qui sont disponibles. On retrouvera le plateau circulaire de notre FLSUN et comme point de repère, vous avez ici l'alimentation qui vous permet de vous situer correctement face à votre FLSUN.
Le profil de l'imprimante V400 contient uniquement un seul profil qui ne sera pas lié à des matériaux. Donc vous allez avoir ici toute une panoplie de matériaux disponibles, mais à chaque fois vous n'aurez qu'un seul profil qui ne sera absolument pas adapté à la majorité des matériaux. Vous aurez un profil adapté aux matériaux PLA. Donc ce profil va produire, comme on le voit ici, des couches de 0,2 mm d'épaisseur, une densité de remplissage de 10%, avec un motif de remplissage en grille. Et ce que l'on voit ici, ce sont les dimensions des coques, les épaisseurs des coques, qu'elles soient verticales ou horizontales. C'est ça qui va créer l'épaisseur, la peau de notre modèle 3D et qui jouera aussi sur sa solidité. On retrouvera très basiquement la possibilité d'ajouter des supports et des solutions d'adhérence. Les solutions d'adhérence seront parfois utiles avec la FL-Sun étant donné ses hautes vitesses. Et si on regarde un petit peu plus en détail ce profil, eh bien, ce que l'on peut constater, c'est que le logiciel travaille avec une largeur de ligne à 0,44, c'est-à-dire une légère surextrusion par rapport à la buse de 0,4 qui est installée sur l'imprimante. Ce que cette valeur de 0,44 produit, c'est une largeur de ligne, une épaisseur de paroi, qui donc est un multiple de cette valeur de 0,44, en l'occurrence 2 passages de ligne, ce qui produit bien une coque verticale de 0,88 mm. Donc relativement fin, mais suffisant pour tout ce qui va être pièce d'aspect. Quand on aura des besoins davantage techniques, mécaniques, on aura tendance à augmenter un petit peu cette valeur-là. Ce qu'il est important de voir également, c'est la partie horizontale cette fois-ci, les épaisseurs des zones hautes et basses. On va retrouver 5 couches supérieures, ce qui produit donc 1 mm d'épaisseur, 5 fois l'épaisseur de la couche, et en partie inférieure, on est ici seulement sur 3. C'est des paramètres qui sont vraiment au minimum, je dirais, sur la FL-Sun, de manière à accentuer véritablement la vitesse d'impression et pas forcément à améliorer au maximum les aspects ou les solidités. Pour ce qu'il en est du remplissage, on est donc à 10% avec le motif grille. C'est sans doute la version qui va nous apporter le maximum de vitesse, mais je préfère utiliser personnellement le motif gyroïde qui me permet d'avoir des solidités qui sont un petit peu plus homogènes et qui n'impactent pas énormément le temps d'impression et qui sont vraiment très adaptés à ces machines Delta. On voit ici les paramètres du matériau, donc en l'occurrence on extrude le PLA à 210 degrés avec un flux qui reste à 100% et une température plateau qui est à 60. C'est là où moi je suis intervenu et que j'ai augmenté un petit peu la température de mon plateau pour optimiser l'adhérence du PLA sur le PEI qui n'a pas toujours été parfait, on le verra. Pour ce qu'il en est des vitesses, c'est là où la FL-Sun fait vraiment la différence. On voit des vitesses de fabrication qui montent à 350 mm par seconde pour ce qu'il en est du remplissage. Et les déplacements se font, eux, à 400 mm. Donc voilà, c'est des vitesses qui sont très élevées. Et les zones visibles sont malgré tout imprimées un petit peu plus lentement, mais ça restera élevé, 120 mm par seconde pour la paroi externe qui est visible, et également pour la zone dessus-dessous, donc la surface visible horizontale, qui elle aussi était fabriquée à 120 mm par seconde. Ce qui est important de voir également, c'est les accélérations. Les accélérations sont très élevées sur cette FL-Sun. On est à 8000 mm par seconde dans les zones de déplacement et on va pouvoir même les utiliser pour le remplissage, des genres de choses. Sinon, on descendra globalement à 5000 mm, ce qui s'accompagne de vitesses de saccade qui sont également très importantes à bien maîtriser pour avoir le moins de vibrations possible. Et c'est voilà tout cet alliage, on va dire, de paramètres qui va faire également la précision et le respect dimensionnel que l'on retrouvera plus ou moins bon sur la FL-Sun. Eh bien, c'est fortement lié à tous ces paramètres-là, en jouant effectivement avec le débit, qui peut également être important. Ce que l'on peut voir au niveau du déplacement, c'est qu'on a une rétraction qui est assez courte, mais assez rapide, mais plutôt dans la norme. Le refroidissement est activé à 100%. La génération des supports est plutôt standard. On aura des supports qui sont générés à partir d'un porte-à-faux qui est relativement élevé, 65. Ici, sur la majorité des machines, on est plutôt sur des valeurs à 45-50 par défaut. 65, ça déclenche vraiment des supports qui arrivent assez tard, finalement, je dirais, avec des inclinaisons assez importantes. Au vu de ce que j'ai pu constater, la ventilation de la FL-Sun en haute vitesse comme ça pour du PLA n'est pas parfaite, donc j'aurais plutôt tendance à
éventuellement réduire un petit peu cette valeur-là à 50-55 de manière à prévenir un petit peu les effondrements qu'on pourrait voir entre ces valeurs de 55 et 65. Il y aura bien évidemment pas mal de moyens d'optimiser les supports, mais ce sera l'occasion d'en faire d'autres vidéos et il y a déjà d'autres vidéos sur le sujet. Pour ce qu'il en est de l'adhérence au plateau, vous connaissez, hein, ici la bordure est ce qui est recommandé par défaut pour agrandir un petit peu la zone d'adhérence du modèle 3D, pour compenser parfois la mauvaise planéité du plateau sur des grands objets, étant donné qu'on n'a pas énormément de possibilités de jouer sur l'épaisseur de la première couche sans déformer vraiment le modèle 3D, et bien là la solution de facilité c'est d'utiliser un radeau, ça rajoute quelques minutes à l'impression, ça consomme un petit peu de matériaux, mais au moins c'est très facile d'utiliser des pièces de grand format. Il n'y a plus aucun souci quand on utilise un radeau. La première couche est construite d'une manière à ce que les petites tolérances de déformation sont complètement atténuées par la fabrication des différentes couches du radeau. Globalement, présentation rapide du profil intégré dans la FLSun. Vous verrez juste après les résultats de mes tests que j'ai commencé par réaliser justement avec ce profil. Vous le verrez, j'ai également travaillé avec d'autres matériaux que le PLA et j'ai cherché sur internet s'il existait des profils disponibles en téléchargement adaptés à la FLSun et qui incluaient d'autres profils pour d'autres matériaux. Ça existe. Mais de ce que j'ai pu télécharger, eh bien les résultats n'étaient jamais au niveau de ce que l'on retrouvait avec le profil de FLSun, y compris pour les profils que j'ai pu importer de PLA. À chaque fois, on n'était pas au niveau en termes de vitesse et au niveau de la qualité, on n'était pas aussi bon que le profil FLSun. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé moi-même tous mes profils pour les autres matériaux, que ce soit l'ABS, l'ASA, le PETG ou les flexibles. On pourra retrouver donc ces profils dans la petite liste ici. Et encore une fois, ici, il ne sert à rien de changer le matériau dans la catégorie matériaux, étant donné que le profil, dans tous les cas, n'est pas lié au matériau. Donc si je veux utiliser mon ABS, je sélectionne simplement mon profil ABS. Je ne conserve pas les modifications que j'avais faites sur le profil du PLA pour les inclure dans ce profil ABS. Et là, ce que je peux constater, c'est que mon profil ABS est très proche du profil du PLA. Ce qui va naturellement changer, c'est les températures d'impression, les températures du plateau. On peut voir que j'ai maintenu ma fabrication en gyroïde, j'ai augmenté un petit peu la densité du remplissage. Et ce qui peut être utile de faire avec des fabrications en ABS qui ont des buts de solidité quand même, eh bien c'est d'augmenter un petit peu le nombre de parois éventuellement. Mais en tout cas, ici vous retrouverez donc des profils qui ont été très peu modifiés et qui ont étonnamment très bien fonctionné, y compris avec les ABS et les ASA que j'ai pu tester, et c'est également le cas avec le PETG. Pour le flexible, c'est un petit peu différent. Il a fallu bien évidemment réduire considérablement les vitesses où en général ici on ne dépasse plus les 100 mm par seconde en termes de fabrication et dans les zones les plus visibles en général on oscillera entre 50 et 80 selon le niveau de qualité que l'on souhaite. J'ai également trouvé des petites failles au niveau de la ventilation avec le TPU. On va justement regarder tout de suite le résultat de mes impressions et forcément je reviendrai sur le paramétrage qui a été utilisé ou testé à travers ce logiciel de Cura. J'ai commencé mes tests par l'impression du matériau PLA TOF. C'est pas forcément un matériau qui est très adapté à la haute vitesse, donc c'était dès le départ, on va dire, un challenge d'utiliser ce type de matériau pour les fabrications. Les premiers résultats ont été vraiment assez bluffants, que ce soit en termes de temps d'impression, où le temps d'impression était d'un tout petit peu plus de 6 heures, je crois, pour cet objet-là. La qualité est franchement pas mal du tout. On voit au niveau des supports ici, il y a quelques petits défauts de fabrication. Les détails au niveau de cette zone sont plutôt assez bien respectés. J'ai quelques traces qui sont liées à la position de mes cicatrices qui vont se positionner justement dans ces petites zones et qui laissent forcément des petites traces. Pour ce qu'il en est du porte-à-faux, eh bien, le porte-à-faux est faible, mais il est très régulier et plutôt très bien géré. En partie basse, c'est très légèrement moins bien, mais c'est normal, c'est là où la pente est la plus importante. En tout cas, pour ce premier test, très satisfait du résultat pour un temps d'impression qui est encore une fois réduit au minimum. J'ai poursuivi les tests avec l'impression d'une pièce de grand format. Ici, on était sur quasiment la hauteur maximale de l'imprimante. Simplement eu un petit décalage de couche qui est intervenu en cours d'impression. Et à la fin de l'impression, j'ai vraiment eu quelque chose qui a mal fonctionné, un gros décalage de couche qui a posé des soucis.
C'est sans doute l'une des critiques que je pourrais avoir vis-à-vis de ces machines Delta, c'est que la tête d'impression a moins, on va dire, de force, elle est un petit peu plus sensible à toutes les contraintes qu'elle pourra rencontrer dans ses déplacements. Et c'est ce qui s'est passé en haut de cette pièce. On commençait à avoir un petit déport ici qui s'imprimait vraiment avec un porte-à-faux important. Il a suffi à ce que la tête d'impression vienne un petit peu frotter, rentrer en contact de cette zone qui devait avoir tendance naturellement à se soulever un petit peu pour que ça décale justement son impression. Et c'est là où effectivement il commençait à y avoir des petits défauts. Donc j'ai été obligé de suspendre l'impression. Mais globalement, sinon, les fabrications étaient extrêmement rapides et très précises. Et ce que l'on peut voir ici avec cet autre décalage, c'est qu'il s'est produit au moment où on changeait de motif et où on venait recouvrir justement le dernier petit élément ici. Donc à chaque fois, c'est vraiment un petit défaut, on va dire, de fabrication, un matériau qui se soulève un petit peu parce qu'il est déposé un petit peu dans le vide, qui fait qu'on a un petit contact et la tête se décale. Donc pour le moment, la sensibilité de la tête est assez élevée et ça a pu causer des petits soucis sur cette pièce-là. Mais encore une fois, le temps d'impression de la pièce était vraiment extrêmement faible. Je crois que c'était à peine 10 heures ou 10 heures d'impression pour cette pièce-là, d'une quarantaine de centimètres de haut. C'est quelque chose que j'avais rarement eu l'occasion de réaliser. J'ai poursuivi bien évidemment les tests avec du PLA basique pour fabriquer les éléments qui étaient fournis sur la clé USB. Donc ici on a une vis avec un filetage. Ils n'ont pas pris trop de risques vu le jeu qu'ils ont laissé dans le filetage. Mais en tout cas voilà, pour une qualité et une vitesse de fabrication comme celle-ci, franchement les résultats sont très bons. On peut regretter une qualité de surface qui est toujours un petit peu moyenne sur la surface horizontale supérieure. On voit ici que la qualité n'est pas toujours excellente. On pourrait améliorer cela en retravaillant un petit peu les débits de cette couche. Parce qu'ici, effectivement, on constate une légère surextrusion qu'on ne retrouvera pas forcément ailleurs. Vous l'avez vu, cette zone est l'une des zones qui est fabriquée le moins vite. Alors, deux solutions. Soit on augmente encore la vitesse de manière à limiter cette surextrusion, ou alors on réduit un petit peu le débit dans cette zone. Au niveau du petit cube de calibration, eh bien même constat sur la partie supérieure. Pour le reste, on est plutôt très bon, aucun défaut, pas de décalage de couche sur ce modèle-là. Quelques petites traces en haut au niveau des cicatrices. Les porte-à-faux sont pas parfaits. Encore une fois, la ventilation de la FLSUN est peut-être l'une des choses qui est un peu faiblarde pour le PLA. Et ça peut se voir un petit peu sur ce genre d'objet. Mais ça reste franchement excellent compte tenu des vitesses de fabrication qui sont produites. J'ai souhaité tester un petit peu davantage la précision de la FLSUN en produisant des modèles de tout petit format avec une épaisseur de 0,2 et également avec une épaisseur de 0,1. En réalisant des couches plus fines, j'ai naturellement augmenté un petit peu mon temps d'impression. Mais j'ai considérablement augmenté également la qualité de fabrication. Et là, franchement, les résultats sont assez bluffants pour cette vitesse sur des couches de 0,1. Les résultats sont très bons. Et encore une fois, naturellement, ça a amélioré considérablement l'état de surface horizontale que j'avais, tout en ayant un bon niveau de détail, malgré le paramètre de la couche à 0,44. Le fait d'utiliser la version supérieure à 5 de Cura fait qu'il y a un travail automatique de la largeur de ligne et qui est franchement très efficace pour justement la fabrication de petits détails comme ceci, surtout avec des couches en 0,1. J'ai également testé un PLA, encore une fois pas forcément adapté à la haute vitesse, le Polytera PLA de Polymaker, un PLA qui intègre une grosse charge minérale et qui lui donne un côté assez mat mais des coloris franchement sympas. Donc ici le gris fossile. J'avais volontairement créé des supports sur ce benchy, ce qui n'est pas logique, mais étant donné sa dimension, j'ai préféré utiliser cette option. J'ai également demandé un fort taux de remplissage. Visuellement, c'est pas mal. Je regrette quand même la qualité du porte-à-faux ici à l'avant, qui n'est quand même pas ce que j'ai vu de mieux. Mais encore une fois, la vitesse de fabrication du modèle 3D fait que naturellement, les porte-à-faux sont un petit peu moins bien gérés.
Néanmoins, l'état de surface de ce Benchy est meilleur hein, que ce que j'avais retrouvé précédemment avec mon PLA TOF ou avec mon PLA lambda. Donc je recommande franchement l'utilisation du Polytera en haute vitesse avec la FLSUN V400 parce que ça fonctionne vraiment très bien. Les petits défauts hein, que j'évoque, hein, que ce soit l'overhang à peine bien géré ou la trace des cicatrices, ce sont des choses hein, qui sont tout à fait paramétrables dans Cura et on va pouvoir modifier la façon dont sont gérées ces zones de manière à optimiser tout ça. Mais voilà, le but c'était ici de tester le profil par défaut qui nous donne des résultats qui sont franchement pas mauvais au vu de la vitesse encore une fois. Le retrait des supports n'a pas été très simple, hein. Les supports sont fabriqués avec une coque externe de manière à fiabiliser un petit peu leur impression, ce qui les a rendus assez complexes à retirer. Mais voilà, encore une fois, l'état de surface qu'il y avait derrière était plutôt très bon et le retrait des supports se fait très bien en bas et en haut avec l'ajout automatique d'une petite interface qui joue très bien son rôle. Donc pas grand chose à dire encore une fois au niveau du support, plutôt bien fait. Toujours possibilité d'optimiser, mais par défaut, ça fonctionne bien. Toujours en restant sur l'impression du PLA Polytera, j'ai ensuite testé l'impression d'une pièce qui avait plusieurs petites zones d'adhérence au niveau du plateau. Et on peut voir hein, que malgré l'utilisation de petits brimes hein, sur ce genre de petites pièces, j'ai rencontré des soucis d'adhérence avec cette pièce-là. Et c'est là où le fait d'augmenter la température à 70 degrés a corrigé un petit peu ce problème. Donc vous voyez, hein, c'était ce genre de pièce hein, que j'essayais de fabriquer sans support, donc avec seulement 3 petits points d'accroche, et c'est ça qui avait des difficultés à adhérer au plateau par défaut. Je remettrai même pas en cause la calibration forcément de mon plateau parce que la zone était relativement faible et les premières couches franchement régulières. C'est vraiment la température de 60 degrés qui n'est pas franchement adaptée au PLA avec le PEI selon moi. Donc je vous recommanderais effectivement de plutôt passer à 70 degrés de plateau, ce qui a permis d'aller au bout de ce genre de fabrication. Donc sur ce modèle-là, vous voyez ici le motif gyroïde à l'intérieur. J'en ai profité pour tester le mode de support arborescent qui a plutôt très bien fonctionné. Encore une fois, hein, j'apprécie de plus en plus hein, ce type de support arborescent. Donc voilà, le but c'était de tester cette version en haute vitesse et encore une fois, eh ben, ça a bien fonctionné. La contrainte que l'on va rencontrer avec des imprimantes haute vitesse, c'est leur capacité à gérer les débits. Si on lui demande de réduire ou d'augmenter un petit peu le débit par rapport au profil par défaut, est-ce qu'elle est capable de bien gérer cela ? C'est ce que j'ai voulu tester en utilisant le paramètre de couche adaptative hein, que l'on retrouvera dans Cura et qui va permettre à la machine d'adapter l'épaisseur de la couche du modèle 3D et de chaque couche du modèle 3D en fonction de la géométrie. Donc là, je lui ai donné une liberté, on va dire, d'évoluer de 0,1 en haut ou en plus ou en moins en partant de ma couche de 0,2 et on voit ici le résultat. Donc voilà, la pièce s'est terminée, hein, le support a réussi à se fabriquer. On constate effectivement en partie basse des couches qui sont très épaisses et par contre sur la partie haute ici, je constate des couches qui sont devenues très fines. Donc l'aspect de la partie haute est franchement excellent. Pour cette partie intermédiaire et plutôt basse, ça a été compliqué pour la machine d'augmenter l'épaisseur des couches. On est vraiment ici sur les limites de ce que l'on va être capable d'obtenir et on voit hein, que le dépôt de cette quantité de matière à cette vitesse-là est plus compliqué à gérer. On dépasse ici hein, le seuil de la quantité de matériaux qu'on va être capable de déposer en un temps donné. Et on le voit, hein, les rétractions générées par les cicatrices sont extrêmement visibles. Et on voit bien que la machine a du mal à adapter ce flux avec une épaisseur de couche supérieure à 0,2. Donc voilà, la fabrication est réussie, mais visuellement pas parfait, pas idéal d'aller lui augmenter cette valeur jusqu'à 0,3. Comme je vous l'avais dit, hein, j'ai ensuite réalisé quelques tests supplémentaires avec d'autres types de matériaux. On va ici retrouver une version ABS X qui a franchement très bien fonctionné. Je ne m'y attendais pas forcément. Ces ABS X ne sont pas forcément très adaptés à la haute vitesse, mais les résultats sont excellents. Visuellement, pas grand chose à dire, très peu de ghosting, pas de vibration, bon ça c'est à peu près standard. J'ai déjà vu mieux au niveau de la coque supérieure, de la coque horizontale, mais franchement le résultat est encore une fois très satisfaisant d'un point de vue visuel. Lorsque l'on utilise ce genre de matériaux, on s'attend à avoir des résistances mécaniques qui sont cohérentes à ce matériau.
Avec la FLSun, c'est peut-être effectivement l'un des points faibles, hein. On constate ici une solidité qui n'est peut-être pas optimale. Le fait d'aller à cette haute vitesse rend peut-être un petit peu plus faible, on va dire, les fabrications, en sachant que la fonte du plastique n'est peut-être pas à 100% parfaite et qu'il y a peut-être un cœur qui a à peine été fondu et donc qui réduit un petit peu les liaisons intercouches et même, on va dire, la résistance naturelle de la matière. Mais tout cela serait corrigeable en réduisant un petit peu les vitesses de fabrication. On optimiserait la résistance. On pourrait également augmenter simplement l'épaisseur des coques et la densité du remplissage. Mais voilà, par défaut, si on devait comparer avec une impression plus lente, on aurait quelque chose qui serait un petit peu plus solide. Même constat avec le PETG, hein. Le PETG a été très bien imprimé à la plus haute vitesse, hein, de l'imprimante, hein, tout comme je l'avais fait avec l'ASA. Hein. Pour rappel, hein, je n'ai pas réduit les vitesses par rapport à ce qu'on avait avec le PLA, ce que je m'attendais à devoir faire honnêtement, mais les résultats, encore une fois, hein, pour l'impression en PETG sont excellents. Même constat sur la fragilité du modèle 3D qui a souffert un petit peu de cette haute vitesse. Et pour ce qu'il en est de ce PETG, hein, je vois un petit peu davantage les traces laissées par les cicatrices et les rétractions qui pourraient encore une fois mériter, hein, d'approfondir un petit peu ce profil en retravaillant un petit peu les débits. Mais globalement, voilà, pour des phases de prototypage ou même de fabrication d'outillage avec des tolérances ou des besoins de résistance qui ne sont pas très élevés, franchement, les fabrications avec cette FLSun sont tout à fait au niveau et tout à fait adapté. On pourra néanmoins regretter un petit manque de précision dimensionnelle, hein. On voit que ici tout est un petit peu resserré, tout est un petit peu plus serré qu'à la normale. Donc c'est également des choses, hein, qui sont liées aux différentes vitesses qui sont appliquées aux différentes zones du modèle 3D. Pour avoir un maximum de précision dimensionnelle, il est important d'avoir des vitesses et des accélérations qui soient relativement régulières. C'est ces variations qui vont impacter un petit peu les tolérances dimensionnelles. Donc pour la FLSun, on l'a vu au niveau logiciel, il y a énormément de variations, ce qui explique que la tolérance dimensionnelle du profil par défaut n'est pas optimale. Mais encore une fois, en retravaillant un petit peu tout ça, on aura des résultats qui sont bien meilleurs. Pour aller au bout de ce test et aller encore optimiser un petit peu le profil par défaut en termes de temps d'impression, ce qui n'était pas une mince affaire, étant donné que par défaut tout est plutôt au maximum, eh bien j'ai testé de doubler l'épaisseur de mes couches de remplissage. J'ai fabriqué un objet avec des couches, je crois que j'avais mis peut-être 0,18, de manière à doubler mon épaisseur de couche à 0,36 pour ce qu'il en est du remplissage. Je ne m'attendais pas forcément à ce que la machine soit capable à cette vitesse-là de faire fondre mon ASA X dans cette quantité à cette vitesse-là. Mais force est de constater que les résultats sont vraiment excellents et que j'ai pas grand-chose à reprocher à ces fabrications. Donc une astuce que je vous invite à utiliser pour encore une fois améliorer vos temps d'impression par rapport à ce que le profil par défaut propose. Voilà pour les quelques informations que je souhaitais vous transmettre autour de cette imprimante FLSun V400. Pour conclure, ce que je peux dire, c'est que je suis bluffé par les vitesses de fabrication de cette FLSun et la qualité des résultats qu'on peut en attendre malgré ces très hautes vitesses. Que ce soit avec les PLA que j'ai testés, les ABS, ASA, PETG, les résultats sont tout bonnement excellents et la capacité de la machine à faire fondre cette grande quantité de plastique en un temps réduit est vraiment très intéressante. Peu de ghosting, peu de vibrations, très peu de oozing, un petit peu de stringing mais rien de très méchant. Des cicatrices qui sont un petit peu marquées mais qui peuvent facilement être corrigées. Une ventilation qui est peut-être à peine assez puissante pour vraiment avoir des porte-à-faux de la meilleure qualité qui soit. Ce que l'on peut regretter un petit peu, hein, c'est le manque de précision dimensionnelle par défaut que l'on obtient avec ce profil. Mais encore une fois, ce sont des choses qui sont réajustables. Mais encore une fois, c'est assez naturel. La résistance mécanique est un petit peu plus faible à ces très hautes vitesses, même en utilisant des matériaux adaptés. Globalement, une excellente machine pour faire de la production ou du prototypage à très haute vitesse. Ce que l'on pourrait regretter, c'est le fait que FLSun n'ait pas prévu de solution de caractérisation permettant d'optimiser un petit peu les températures au sein de l'imprimante et ainsi d'améliorer les liaisons et les performances mécaniques de certains matériaux. Ce sont des choses qui peuvent être ajoutées, mais voilà, par défaut, ce n'est pas proposé. J'ai également trouvé très agréable personnellement l'interface de Klipper, ce qui participe grandement à la bonne expérience que j'ai pu avoir avec cette FLSun V400.
J'ai vu pas mal de gens qui se plaignaient de l'extrudeur ou ce genre de choses. Franchement, moi j'ai rencontré aucun souci et je n'émettrai donc pas de critique sur ce point-là. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura servi à vous confirmer ou à vous rassurer sur le fait que cette imprimante est ou pas fait pour vous selon vos besoins, vos applications. C'est une machine qu'on ne recommanderait pas forcément à des débutants par défaut, mais finalement, de ce que j'ai pu en avoir, elle est très simple à prendre en main et finalement pas beaucoup plus complexe qu'une imprimante standard. Donc franchement, n'ayez pas peur, même en étant débutant, la FLSun peut être très bien. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous avais promis quelque chose. Eh bien, chez Polyfab 3D, pour accompagner les acquéreurs des imprimantes FLSun V400, nous offrons une vidéo de formation que j'ai réalisée, qui fait à peu près 1 heure et qui vous permet vraiment de vous accompagner, on va dire, dans la bonne prise en main de l'imprimante, la bonne installation et les bonnes habitudes à respecter pour avoir un travail qui soit fait en bonne qualité. Vous aurez également à disposition les profils d'impression qu'on a développés, que ce soit pour le PLA, les PETG, les ASA et les ABS, également pour le TPU. Et si je développe d'autres profils d'impression, ils seront également disponibles pour vous. Comme toujours, pour nous soutenir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de polyfab3d.fr. Vous retrouverez forcément des produits, des filaments, des résines qui vous intéressent et bien évidemment ces FLSun V400. Abonnez-vous également à nos réseaux sociaux pour ne pas louper les dernières informations toujours utiles et pour suivre un petit peu les différents tests d'impression que l'on peut réaliser. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.